Qu'est-ce que c'était que cette musique inquiétante, ces voix qui continue d'ailleurs. Ils attaquent, ils viennent. On va refaire le truc d'Oscar Wilde là. Quand à la radio, Orson Welles, tu veux dire. Orson Welles, merci. Quand il avait dit qu'ils arrivaient, ils attaquent. Donc c'est la bande son de Solaris qu'on est en train d'écouter. Tout à fait. Qui a été réalisée par Léo Grise. Ici même. C'est le son du silence, de l'espace. C'est la voix de la planète. Ah d'accord. C'est la planète. On sait quand on a vraiment commencé à discuter de Solaris avec Rémi, on s'est posé la question de savoir comment on allait la rendre vivante cette planète, comment on allait la rendre présente sur scène. Et il y a deux choses qui sont ressorties de nos discussions, c'est que on devait sentir l'influence de la planète dans l'espace, dans la station, comme une radiation qui pénètre les esprits, qui pénètre les corps. Et on a décidé aussi par-dessus ça de rajouter des voix et de lui donner un caractère très asexué, que ce soit ni une femme ni un homme, et que du coup il peut jouer à la fois avec des camions et des poupées, donc. Oui, exactement. Zaffer, il y tient. Exactement. Et c'était et du coup à chaque intervention de la planète, à chaque fois que je voudrais pas trop spoiler non plus, mais à chaque fois qu'il se passe des événements, on a différentes chansons. Ça c'est la chanson du personnage de Harry. On a différentes chansons pour chaque personnage avec des sons plus ou moins étranges et des manifestations comme ça qui sont nourries par ces radiations. Alors j'espère que techniquement t'as fait ça avec une console ou c'est des instruments, je sais pas, on fait comment? Alors je suis complètement néophyte. Hein. Alors les radiations ont été faites au synthétiseur. Ouais. C'est vraiment de la synthèse analogique assez ancienne. Et après les voix, c'est moi qui chante et c'est une chanteuse qui s'appelle Laura Lascourège qui nous a accompagnés et on a écrit ces chansons. Après ces chansons sont très inspirées des minimalistes américains. Si on écoute les travaux par exemple de quelqu'un comme Meredith Monk, on va retrouver tout à fait ce genre de vocable. C'était à quelle époque, les minimalistes américains? Les minimalistes américains, ça a commencé vraiment dans les années 60, mais aujourd'hui, quelqu'un comme Philip Glass est vraiment mondialement connu et il joue encore maintenant, pareil comme Steve Reich, mais c'est des personnes qui ont commencé dans les années 60. Voilà. Je connaissais pas ce mouvement, minimaliste américain. Ouais, les minimalistes américains, ouais. Je connaissais ça dans la déco, mais pas dans la musique. Ouais, si. Dans l'art. Et le plus connu, le membre le plus connu, je pense que c'est Philip Glass. Philip Glass. Ouais, Philip Glass, ouais. GL. Beaucoup de BO de films. Ouais, qui a aussi. Ah, d'accord. The Hours. Toute la BO de The Hours. D'accord. Qui est magnifique et c'est Philip Glass. Donc là, justement, c'est parfait. On est en train de la mettre en fond de notre conversation. Cette bande originale, elle s'y prête très bien d'ailleurs. Je veux dire comme ça, tout en posé, discutant. Ouais, c'est en fait, on voulait, on a été confronté à un problème, c'est qu'on voulait que la planète soit régulièrement présente, mais il fallait pas qu'il y ait trop de son parce qu'on voulait pas écraser non plus les acteurs. Et en fait, on a trouvé cette radiation qui est à la fois un son très très plein, qui prend vraiment de l'espace, mais en même temps qui est plein de vide. Et on peut faire ce qu'on veut par-dessus ces radiations, ça passe toujours parce que c'est un son qui est plein de vide en fin de compte. Là, t'es en train de nous dire qu'on est exposé à des radiations là, en ce moment? Ouais, c'est ça. Des radiations de neutrinos. Par ta musique. Ouais, mais elle passe derrière une vitre blindée. Regarde, c'est Bruno, il est derrière une vitre blindée. En fait, c'est Bruno qui est exposé aux radiations. Nous, ça va, on est. Salut Bruno, on t'aimait bien. Et puis voilà. L'effet, c'est en 15 minutes. Hein. Tu vas te décomposer. Merci. Ouais, voilà. Après, les neutrinos traversent la matière. Enfin, il y a plus la spécialiste qui était oui, c'est ça. Mais les neutrinos traversent la matière. Et donc Solaris est une étrangeté scientifique. Tu peux fermer la porte pour que les neutrinos pour que les neutrinos ne traversent plus. Et donc Solaris est une étrangeté scientifique puisque du coup les neutrinos qui sont censés traverser la matière en fait
D'ailleurs, Solaris, c'est également une marque de lunettes de soleil. Oui, oui, j'en ai acheté chez eux et tout. Qui protège des rayons. Des rayons, exactement, tout à fait. Alors, Solaris, c'est le nom de votre pièce? Alors, c'est non, mais je vais peut-être laisser Rémi parler. Solaris, c'est le film, c'est le livre? Non, c'est plus compliqué que ça. Donc, Solaris, à l'origine, c'est un roman de science-fiction très célèbre. Écrit par un Polonais. Qui s'appelle Stanislas Lem. Pendant la guerre froide. Voilà. Stanislas Lem. 1961. Un Polonais. C'est ça. Donc, c'est un roman qui a eu une énorme notoriété et qui encore aujourd'hui fait partie des 10 grands romans de science-fiction, je pense, pour les grands fans de science-fiction. Suite à ça, le roman a été adapté une première fois au début des années 70 par Tarkovsky. Tarkovsky, c'est un cinéaste russe? C'est ça, tout à fait. Donc dans une version, on va dire, très contemplative. Puis Hollywood, du coup, on a fait une adaptation avec George Clooney je crois que c'était en 2002, il me semble, avec George Clooney, du coup. Donc guerre froide pour avoir la vision des deux sens. C'est ça, ouais, on peut voir ça comme ça. George Clooney, le George Clooney? Le George Clooney. Alias Jojo. C'est ça. Donc en 2002, et du coup, nous, quand on a démarré ce projet, on est assez peu parti des films. On a voulu un peu se dégager des films, donc on est vraiment reparti du roman, qu'on a donc adapté pour le théâtre. Et le gros défi, c'était de se dire, est-ce que la science-fiction au théâtre est possible? Parce que c'est quand même assez rare. Et du coup, on a travaillé longuement pour essayer d'en tirer une adaptation, et après, réunir une équipe compétente pour faire exister une station spatiale sur un plateau de théâtre, réussir justement à faire un énorme travail sur le son pour immerger les spectateurs dans cette station spatiale. Les lumières, évidemment, les costumes et aussi 4 comédiens. Alors justement un bon fonds de commerce, parce que beaucoup de gens peuvent être curieux justement de voir ce que ça pourrait donner au théâtre et venir par curiosité. Oui. En tout cas, c'est vrai que le spectacle attire beaucoup là-dessus, parce que beaucoup de gens se disent comment une jeune compagnie qui a pas beaucoup de moyens, parce que c'est quand même notre cas. J'ai eu cette interrogation moi aussi. C'est réunir une très bonne équipe de techniciens. Moi, je sais que dans mon travail de metteur en scène, ce que je dis souvent, c'est que l'important, c'est surtout de rencontrer des gens et de rassembler des gens qui vont d'un coup au contact les uns des autres, chacun dans leurs arts, chacun dans leurs compétences, vont réussir à faire immerger quelque chose de très beau. Et l'avantage, c'est que sur ce spectacle, j'ai vraiment eu la chance de travailler avec 2 scénographes. Donc ton nom, c'est Rémi Prin. Mon nom, c'est Rémi Prin, ouais. Oui, Rémi Prin, P-R-I-N. Tu as donc travaillé avec? Alors, j'ai travaillé notamment avec Benjamin Gabriel et Suzanne Barbeau pour la scénographie du spectacle. Je leur ai donné comme défi, du coup, de créer cette station spatiale, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Solaris, c'est un huis clos. C'est pour ça aussi que ça se prête bien au théâtre, mine de rien, pour un roman de science-fiction. C'est que c'est l'histoire d'un psychologue qui s'appelle Chris Kelvin, qui est appelé sur Terre le zéro absolu, le conseil planétaire de ce futur proche. Pourquoi ? Parce que une des stations spatiales que la Terre a envoyées en orbite autour d'une planète inconnue qui s'appelle Solaris, qui est une planète qu'on essaye d'étudier parce qu'elle est un peu mystérieuse. Sur cette planète, il y a un océan protoplasmique qui a l'air vivant. La station qui étudie cette planète ne répond plus depuis 2 semaines. Et ils viennent de recevoir un message très mystérieux où l'un des scientifiques de la station demande en urgence à ce psychologue de venir les aider parce qu'il se passe des choses étranges sur la station. Donc quand le spectacle commence, ce psychologue est envoyé sur la station et à partir de là, on ne quitte plus du tout la station. Et évidemment, ce psychologue qui est un être de raison, qui est un scientifique d'une certaine manière lui aussi, va découvrir que sur cette station, la planète provoque des choses bouleversantes qui vont remettre en question complètement leur certitude de scientifique. Voilà. Et du coup, le huis clos, donc j'ai dû demander à mon scénographe de construire une station spatiale, évidemment avec très peu de moyens. Et du coup, là où ils ont été géniaux, c'est qu'on a beaucoup réfléchi et ils ont élaboré un système qui est défini en 4 décors, 4 modules de décors. Je préfère pas trop dire à quoi ressemblent ces 4 modules de décors. En tout cas, le principe, c'est que c'est des décors qui sont mobiles, donc qui bougent pendant le spectacle en direct, et qui du coup vont permettre, selon les
endroits ou les positions dans lesquelles ils sont mis, de définir plusieurs espaces. Donc on a vraiment l'impression, c'était un souhait que j'avais beaucoup, c'est qu'on ait l'impression qu'on était dans une station vivante, comme si c'était un être humain, cette station, et qu'elle bougeait, qu'elle se mouvait, et que du coup elle définissait plusieurs espaces. Et évidemment, du coup le travail avec la lumière était énormément lié à ça, parce que c'était aussi beaucoup par la lumière qu'on arrivait à faire en sorte que le spectateur comprenne que voilà, on passait de la salle des machines à un couloir de station, à une cabine, alors qu'au final, il y a que 4 éléments de décor sur scène qui sont en mouvement. Alors la pièce, faut se dépêcher d'aller la voir. Donc elle s'appelle Solaris. Elle est au théâtre de Belleville. Il reste 3 représentations, c'est bien ça? Non, jusqu'au 30 septembre, on a dit. Jusqu'au 30 donc, septembre. c'est ce soir à 20h30. À 20h30. Et sinon, lundi, mardi. Voilà, 21h15. Donc il y a 3 représentations par semaine jusqu'à la fin du mois. Lundi, mardi à 21h15, dimanche à 20h30. Le lieu, c'est le théâtre de Belleville, qui se trouve 96 rue du Faubourg du Temple. Absolument. Le métro, je sais pas, c'est Goncourt ou Belleville. C'est entre Goncourt et Belleville. Goncourt et Belleville. En fait, c'est en face des anciens locaux de la Java, qui est toujours d'ailleurs, je crois, la boîte de nuit, qui est un endroit assez joli. Une station spatiale à Belleville, quand même. Exactement, de la SF au théâtre de Belleville. Oui, c'est intéressant. Tu disais, Rémi Prin, qu'il n'y a pas beaucoup d'adaptations de SF au théâtre, finalement. Les romans d'Isaac Asimov, de Ray Bradbury ne sont pas adaptés au théâtre. Moi, ce que j'ai souvent vu, c'est des compagnies qui vont plutôt aller vers l'anticipation. C'est-à-dire, là, il y a pas longtemps, il y a eu un très beau spectacle qui s'est joué au théâtre Gérard Philippe, qui s'appelait France Fantôme, mais qui pour le coup était vraiment une écriture, une création, quoi. Voilà, on est sur Terre, c'est quand même, c'est de l'anticipation, on est dans le futur, donc il se passe des choses qui sont plus liées à comment le progrès peut nous amener à des dérives. C'est vrai que j'ai rarement vu de spectacles qui vraiment se disent ok, on va vraiment utiliser les codes de la SF, donc c'est-à-dire une station spatiale, des cosmonautes, des choses comme ça. Et surtout, moi c'était le défi, et c'est vrai que tout le monde avait très peur dans la compagnie quand on s'est lancé là-dedans, c'était de se dire est-ce qu'il est possible de faire vraiment de la SF au premier degré, parce que souvent même là, un prochain projet que je prépare, où j'aimerais vraiment travailler l'idée de la peur, de l'horreur au théâtre, parce que je trouve que souvent, quand on nous vend des choses comme SF, horreur au théâtre, souvent au final on se rend compte que les équipes assument pas vraiment, et que du coup c'est souvent, un pastiche. C'est souvent ou du pastiche ou de la parodie. Et voilà, là c'était vraiment le défi. D'ailleurs, un des défis aussi du spectacle, c'était de réussir à plonger les gens dans ce huis clos et d'arriver à faire peur aux gens, ce qui est extrêmement difficile au théâtre. Et voilà, donc c'était vraiment les gros défis. La musique y contribue, je trouve. On l'entend là, c'est la musique, ça nous glace le sang. La musique, les lumières, enfin il y a tout un travail esthétique. Et puis même. Faudrait pas que les lumières s'éteignent dans le studio, sinon tu pourrais le faire. Vas-y, fais-le. Comme ça, ça peut être intéressant. Et même au niveau des comédiens, du coup, travailler la bizarrerie des comédiens, c'est vrai que ça change l'ambiance. La lumière, on va la laisser comme ça, c'est pas mal. En plus, il y a un peu une lampe derrière toi, donc ça fait un peu comme le soleil. Alors cette planète, donc, c'est l'histoire, tu l'as raconté, c'est cette planète qui a une influence finalement sur les esprits, qui fait confondre aux êtres la réalité et le rêve en quelque sorte. Hein. Elle dédouble les gens. Alors c'est marrant parce que c'est même presque l'inverse, c'est que c'est plutôt les esprits qui vont avoir une influence sur la planète, dans le sens où, je vais essayer de pas trop spoiler, mais disons que cette planète provoque des apparitions. Solaris, du coup, la planète provoque des apparitions sur la station. Et c'est pas des fantômes, hein, je précise, c'est vraiment des êtres vivants, enfin, en tout cas palpables. Mais ce qu'on comprend, c'est que les résidents de la station vont être confrontés à des êtres qui sont très liés à leur intimité, comme si la planète avait été glanée des informations dans leur cerveau, et du coup faisait réapparaître des personnes qui, le fait que les scientifiques les voient, vont les bouleverser, et vraiment toutes leurs certitudes scientifiques vont tomber. Et moi c'était ça aussi qui m'intéressait beaucoup, c'était comment des hommes qui sont habitués à tout expliquer
et qui sont sans arrêt dans une espèce d'exploration continue de l'espace, ou en tout cas dans une quête infinie de continuer à explorer le cosmos, d'un coup se retrouvent face à un mur et à quelque chose qu'ils n'arrivent pas à expliquer et qui va vraiment les bouleverser intimement en fait. En quelque sorte, la planète Solaris, c'est une hackeuse. Elle hack ça, ouais. la mémoire des gens ça, et elle fait apparaître des personnes. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers, donc. C'est ça. Ça peut être embêtant, quoi. Si c'est ton chat, ça peut aller, mais si c'est ta belle-mère, ça, dans une station spatiale, ça devient vite invivable. Ça sent le vécu. J'ajoute que la planète peut aussi venir se servir dans le cerveau des résidents de la station au niveau de leurs fantasmes. C'est plus intéressant, ça. Ce qui fait qu'elle peut aussi rendre, ce qui fait qu'elle peut aussi rendre concret des choses qui sont absolument monstrueuses. Ça doit être intéressant à mettre en scène, ça. Ah oui, mais j'ai adoré faire ça. J'ai adoré faire ça, et puis voilà, c'est un vrai défi esthétique. On avait très peur, on a eu très peur pendant toute la création. C'est une pièce qui fait peur, oui. Non, mais je veux dire, nous, on a eu très peur de se dire, ok, enfin voilà, le spectacle commence, c'est quand même un cosmonaute qui part en fusée, quoi. À Belleville. À Belleville. Et du coup, on s'est dit comment trouver les moyens avec les contraintes du théâtre, en fait, parce que le théâtre, ce n'est qu'un plateau vide. Donc avec quel élément de décor, avec quelle lumière, on arrive à faire en sorte que les gens y croient, en fait, que les gens se disent, ok, il y a un mec qui part en fusée sur une station spatiale, et il est habillé en cosmonaute et on y croit. Et c'est vrai que les comédiens ont eu au départ très peur, et puis au bout d'un moment, on s'est dit, en fait, ça marche, on est en train de trouver des codes qui fonctionnent. Alors justement, on a une comédienne parmi nous, c'est bien ça, Louise Emma Morel. Oui. Bonjour. Bonjour. Tu représentes un personnage lequel dans cette pièce, Solaris? Je représente la planète. Solaris. Non, une des créations de Solaris, en fait. Ces choses qui arrivent et qui ne sont pas vraiment explicables. Et moi, je représente l'apparition du psychologue qui arrive justement sur cette station. Et voilà, je suis cette apparition-là. Tu personnifies le psychologue ou ce qu'il imagine ou ce qui est issu de son cerveau? Son fantasme, en fait. Son fantasme, très bien. Ce qu'il bouleverse. La chose qu'il n'aimerait pas voir. Ce qui lui fait peur. Ce qui lui fait peur. Parce que la planète, Solaris, comme elle est taquine, elle personnifie évidemment des choses qui sont pas très sympathiques, c'est ça? Ouais, bien sûr. Elle va pas, on sait pas trop si elle est malveillante, en fait, cette planète. D'accord, c'est troublant. C'est très troublant. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs que les scientifiques n'arrivent pas à la comprendre. Elle est pas malveillante, c'est comme si vraiment c'est presque inconscient de sa part, en fait. Elle est totalement amorale, hein. Elle a pas de morale, en fait, la planète. Une planète amorale, intéressant comme concept. Vous avez fait la première ou pas? On a joué nos 3 premières dates. Ouais. La semaine dernière. C'est ça. Très bien. Ça s'est passé comment? Très très bien. Bon retour. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Oui. Ah pardon. Ah très bien. Et alors Bruno? Bah tu es happé, tu regardes, moi je sais que à chaque fois que le comédien regardait Solaris, il a tendance à aller regarder au fond de la salle pour voir s'il voyait pas la planète. Ça a fait drôle, c'était vraiment prenant. Tu as été bluffé là, J'étais très bluffé, ouais. T'as oublié Belleville, quoi. Pratiquement, ouais. Voilà. T'étais vraiment dans l'espace. Vraiment, on était dedans. J'étais et puis franchement, j'étais très fatigué. J'ai cru que j'allais dormir, mais là j'étais. Ils t'ont maintenu en éveil. Ouais. Impeccable. C'était vraiment. Il faut aller voir. Grâce à la performance de Louise. Bah bien sûr. Louise, oui. Et des 3 autres comédiens qui Il y a 4 acteurs sur scène. Vous êtes 4 comédiens. Des 3 autres comédiens qui n'ont pas pu être là malheureusement ce matin, qui sont du coup Thibaut Truffert qui joue le scientifique Chris Calvin et les 2 autres scientifiques de la station qui sont joués par Quentin Voineau et Gabriel Laborde. Et il y a un psychologue, non? Oui, le personnage principal Thibaut Truffert. Ah d'accord. Chris Calvin. Moi j'aurais un problème sur les stations spatiales, j'en vois pas spécialement un psychologue, enfin c'est déjà particulier quand même. Je sais pas, j'envoie un mécanicien, j'envoie un ingénieur, ils sont déjà. Il y a déjà un psychologue dans une station spatiale, c'est la perte assurée, hein.
Il va théoriser tout ce qu'il voit. C'est attends, s'il est lacanien, s'il est, enfin, on est mal barré quoi. Psychanalyser la planète. Ce qui est très intéressant, c'est que ce qui est très intéressant pour le personnage principal dont on suit vraiment le trajet en continu, c'est que on voit au départ du spectacle, on voit quelqu'un qui est presque, c'est un personnage très aigri au début du spectacle, très scientifique. On sent en plus qu'il a un passé dur, donc c'est devenu quelqu'un d'extrêmement sinistre en fait. Et quand il arrive sur la station, il va au final, moi c'est ça que je trouve très beau dans ce personnage, c'est que ce personnage, vu l'apparition qu'il va recevoir, il va redevenir un homme et surtout je peux le dire, un amoureux. Sans trop en dire. Parce qu'il y a quand même une histoire d'amour. Au sein du vaisseau spatial. L'apparition du psychologue Chris Kelvin est une apparition qui lui vient de son passé et c'est une personne qui a été très importante dans son passé. Mais qui est morte ou pas au moment où il la voit? Enfin, je veux dire, elle est morte physiquement sur Terre, c'est ça? Elle est morte. Ouais. Oui, elle est morte et il voit quelqu'un. C'est chaud quand même. Et elle est, encore une fois, ce n'est pas un fantôme, hein. Il peut la toucher, C'est un fantôme palpable. C'est un fantôme complètement palpable. Intéressant pour lui, ouais. Mais bon, il sait que c'est une personne morte quand même. C'est ça. Dans son système solaire à lui. Ouais. Et tout le défi de son personnage. C'est chaud. Et c'est ça aussi qui est très intéressant pour ce personnage qui arrive plein de raisons. Tout le défi de ce personnage, c'est est-ce que je retombe amoureux de quelque chose qui n'est pas humain, mais qui appartient à mon passé et que, voilà. Ou est-ce que j'arrive à rester scientifique jusqu'au bout et à me dire non, ce n'est pas humain. Voilà. Qu'est-ce que tu ferais toi, Zaffer? Le cœur ou la raison. C'est chaud, c'est hein. ça. Moi, je laisse aller ma nature. Hein. Je suis très... je ne vous dis pas ce que fait. De toute façon, il est Solaris, elle est dans un autre système solaire, donc il est plus dans sa juridiction entre guillemets. Il est plus dans notre système solaire. Ça, de toute façon, il est ailleurs. Hein. La station en orbite autour de Solaris, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est des gens qui sont complètement isolés, complètement seuls au monde. D'ailleurs, nous, ça aussi, c'est un truc que je voulais pas. On n'a pas voulu faire un spectacle futuriste au sens, comment je pourrais dire. Vous voyez tout cette esthétique futuriste où tout est propre, nickel. Là, nous, on s'est vraiment inspiré en termes de scéno et de costumes. On s'est vraiment inspiré de la guerre froide, des premières stations spatiales, des premiers costumes de cosmonautes. Alors, par contre, est-ce que c'est les communistes, les communistes ou les Américains? Tu dis beaucoup communistes. Oui, cosmonautes, c'est parce que c'était un Polonais. J'allais parler de Sputnik. C'est pas précisé. C'est pas précisé. On ne sait pas. On ne sait pas. Ça, j'ai voulu. C'est pareil, c'est pas daté. Le spectacle n'est pas daté. On se doute que c'est dans un futur. Avec les prénoms, on a quand même un petit indice, non? Ouais, mais on n'a pas voulu. Igor et Chris Kelvin. Ouais. Oui, voilà, Chris Kelvin. Il s'écrit avec un K, mais c'est le zéro absolu. Le Kelvin, c'est la graduation du zéro absolu de température. Ouais. Après, de toute façon, de mémoire dans le texte, il est précisé Conseil planétaire. Donc a priori, il y a un gouvernement pour toute la Terre. Ouais. Oui, c'est pas aujourd'hui quoi. Ouais, d'accord. Super intéressant, ça donne vraiment envie, sincèrement. La musique aussi qu'on a mise, hein, du coup, en fond sonore. Envie, ouais. En fait, chaque personne a son mérite autour de cette table. Hein. Ben, c'est le plus Réalisation, important. production, jeu d'acteur. Ouais. C'est le plus important pour faire un spectacle. Les costumes sont bien aussi. La tenue de cosmonaute, là, est très très bien. Oui, on a 2 costumières qui ont travaillé sur tous les... Célia Bardou et Manon Gesbert, qui sont des super costumières. Moi, souvent, je dis qu'un metteur en scène, pour moi, le principal atout qu'il a, c'est de bien s'entourer, en fait. C'est pour ça que vous avez choisi de venir chez Allegre FM. Exactement. Ton nom, c'est Rémi Prin. Des gens qui ont du goût. La pièce s'appelle Solaris. Très simplement, elle est tout le mois de septembre au Théâtre de Belleville, le dimanche, le lundi et le mardi soir. C'est ça. Donc allez voir sur Internet, allez voir sur Billets Réduc. On mettra bien sûr le lien sur notre... On viendra vous voir. Avec grand plaisir, n'hésitez pas à nous dire. Aller dans l'espace à Belleville, quand même, c'est pas mal, quoi. Carrément. C'est tout de suite. On vous souhaite aussi d'être produit, je sais pas, à la Cité des Sciences, à des trucs comme ça, au Palais de la Découverte. On a essayé de contacter le CNES, on a essayé de contacter la Cité des Sciences. Donc pour le moment, l'aéroport du Bourget, il y a plein de Futuroscope à Disneyland, oui, le Futuroland, ou je sais plus comment ça s'appelle. Ce qui est hyper agréable avec ce spectacle, c'est que
c'est un spectacle qui n'ouvre pas que entre guillemets au public théâtreux. Parce que du coup, les fans de science-fiction, que ce soit de littérature ou de cinéma, peuvent y trouver leur compte largement. Les théâtreux aussi, parce que l'idée c'est de retranscrire ça au théâtre. Et puis également les fans de cinéma, vu que moi ma culture est très cinématographique. Juste une dernière question, pardon. C'est le roman Solaris, Stanislas Lem, L-E-M. En plus, le mec, il porte le nom du truc qu'on a envoyé sur la Lune, quoi, juste ça, le Lem. Ce mec-là, il a vécu au XXe siècle, auteur polonais. Le roman est intéressant. Il se lit le style, il se lit bien. Alors moi, tu le recommandes? Il y a déjà un truc qu'il faut savoir avec moi, c'est que les circonstances qui m'ont amené à faire ce spectacle sont assez intéressantes. C'est qu'à la base, je ne devais pas monter ce spectacle. À la base, c'était mon scénographe qui s'appelle Benjamin Gabrier qui devait en faire sa première mise en scène. Et puis finalement, un jour, il m'a dit en fait, je préférerais que faire la scéno. J'ai envie de m'occuper que du décor avec Suzanne et tout ça. Avec Suzanne Barbeau, du coup, qui a aussi fait le décor avec lui. Et du coup, le projet a failli tomber à l'eau. Donc moi, j'ai repris le projet. Et à partir de là, on a réécrit l'adaptation, etc. Mais je dis tout ça pour dire que je suis pas un immense lecteur de SF en fait à la base. Par contre, ce que je dis souvent, c'est que moi j'adore le cinéma. C'est vraiment ma culture de base. Et dans le cinéma, il y a la SF. Et en fait, tous mes spectacles sont souvent ce qui me pousse souvent à aller vers les spectacles que j'ai envie de faire, c'est d'essayer de répondre à des codes. J'aime beaucoup ça. Le prochain spectacle que je prépare, c'est un spectacle sur les sorcières de Salem, le procès des sorcières de Salem. Donc là, on passe encore dans un autre univers, petit village, le fantastique, les possessions, etc. Et c'est vraiment, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de comment on joue avec des codes très cinématographiques, comment on arrive à les basculer au théâtre, à les rendre théâtraux, tout en s'inspirant dans des codes. Et moi, quand j'ai lu le roman, en fait, pour être honnête, ce qui m'a surtout touché, je sais par exemple que le roman, la plupart du temps, les romans de science-fiction écrits par des pontes de la science-fiction, si on n'est pas féru de science, ce qui est mon cas, moi je suis plutôt un littéraire, mais pas tellement un scientifique, il y a vraiment des passages du roman où c'est très lourd, quoi, où vraiment ça devient très compliqué. Il y a des théories scientifiques, très etc. Technique, très techniques, parce que souvent c'est des gens, ils ont fait bac plus, je ne sais pas combien en sciences, les grands auteurs de science-fiction. Mais par contre, moi, ce qui m'a énormément touché, c'est ces scientifiques justement qui sont poussés dans leur retranchement. Ça m'a beaucoup plu en fait. Comment on fait quand on ne peut pas tout expliquer et qu'on est habitué à tout expliquer, et que d'un coup, c'est presque une forme de pouvoir que les scientifiques veulent avoir sur le monde, de dire je veux expliquer tout. Et là, d'un coup, ouais, mais non, là on ne trouve pas. Et moi, l'autre truc qui m'a vraiment plu, et c'est vraiment ça en fait qui m'a vraiment poussé à faire le spectacle, c'est l'histoire d'amour justement de ce scientifique, de ce psychologue très raisonnable qui d'un coup va être confronté à son amour, l'amour de sa vie en fait, qui est décédé et qu'il va retrouver, et d'un coup il va devoir tout remettre en question en fait, à tel point qu'on peut se demander s'il devient pas fou, parce qu'au final il retombe amoureux de quelque chose qui est pas humain. Et surtout qu'il faut savoir que ce personnage, qui est du coup joué par Louis Aima, est très particulier parce qu'il a des bugs, vu que c'est la planète qui le provoque. C'est un personnage qui s'adapte au final, comme s'il était, vous voyez ce que je veux dire, c'est comme une intelligence qui se recharge petit à petit, donc du coup qui au contact des êtres humains va se développer de plus en plus. Donc c'est un personnage qui a des réactions très bizarres, des réactions de violence même des fois, un personnage un peu monstrueux, quoi. Merci Rémi Prin, merci à vous. Louise Aima Morel, merci ton nom, pardon, pour la musique. Léo Grise. Léo Grise, super, merci super musique. On a mis l'ambiance. Solaris au théâtre de Belleville, les dimanches, lundi, mardi soir, tout le mois de septembre. Vous allez voir sur Billet Réduc, sur internet, on mettra le lien. Merci, super. Merci beaucoup. Bruno, on a quelqu'un au téléphone.